Bonjour, je suis avec David Vigneron. Bonjour David. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Tu vas bien? Je vais très bien, merci. Et toi? Super. Je suis super content de pouvoir parler avec toi sur le livre de David Schwartz, La magie de voir grand. Mais avant cela, j'aimerais bien que tu te présentes à des personnes qui nous regardent pour que tout simplement on puisse savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et peut-être quel est ton parcours. Oui, avec plaisir. En quelques mots, donc comme tu l'as dit, je suis David Vigneron. Je m'intéresse énormément à tout ce qui est stratégie de réussite au sens large du terme, au développement personnel. Donc j'aime bien lire naturellement, comme beaucoup de personnes qui s'intéressent à cette thématique. Par ailleurs, je suis formateur en hypnose et en EFT, avec quelques spécialités. Et puis je suis infirmier diplômé d'État. Et donc, voilà, pour faire très court, je suis passionné par l'excellence humaine et le potentiel qu'on a en nous, qu'il soit mental, qu'il soit physiologique, ce potentiel qu'on a en nous, dormant, inexploité, très souvent inexploré. Et donc voilà, c'est une de mes passions d'aider les personnes qui le souhaitent, en tout cas, à potentialiser toutes les ressources qu'ils ont en eux pour les aider à atteindre leurs objectifs. Et le livre qu'on va aborder là aujourd'hui, fait partie de mes inspirations. Voilà. Justement, le titre, il est extrêmement intriguant, on peut dire ça comme ça. Ouais. La première question que j'aimerais bien te poser, c'est justement la question du choix du livre. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ce livre-là? Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai choisi ce livre-là? Bonne question. Parce que c'est d'abord un livre qui nous fait réfléchir sur, quand on veut atteindre un objectif, on parle d'objectif dans ce livre, qui nous fait réfléchir sur la façon dont on va atteindre son objectif. Et c'est un livre qui se différencie d'autres livres, notamment parce que on s'intéresse à la forme. C'est-à-dire, pour moi, il y a le fond. Voilà, je veux atteindre un objectif, il faut que j'ai une équipe compétente, il faut que j'ai un site internet, il faut que j'ai un standard téléphonique, etc. Je donne quelques exemples. Ça, c'est le fond. Et dans la forme, c'est comment obtenir tout ça. Et c'est notamment en travaillant avec tout ce qu'on a en nous, les ressources mentales, les ressources physiologiques, etc. Et la première chose, je dois dire, qui m'a attiré dans ce livre, alors il m'a été recommandé par un ami, c'est simplement le titre qui pour moi est très évocateur, La magie de voir grand. Alors je vous le montre, voilà, le titre est écrit en gros et en rouge en plus, La magie de voir grand. Et c'est ce titre, voir grand, c'est vraiment ça qui m'a attiré. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le sous-titre que je vous montre également, fixez-vous des buts élevés et dépassez-les. Et je pense que quelquefois on est dans la petitesse, on n'est pas au courant à quel point on a des potentiels en nous qui sont inexplorés, inexploités, qui vont nous permettre d'atteindre des objectifs. Et en tout état de cause, quand on se fixe des objectifs, je pense qu'ils ne sont pas suffisamment élevés, des objectifs ou des buts. Et puis la dernière chose qui m'a attiré dans ce livre, c'est que l'auteur, donc David Schwartz et moi, on est à peu près d'accord sur la problématique de fond, finalement, la problématique de base. Je vous la donne, vous pouvez la trouver à la page 104, enfin je vous la donne, je la lis, vous pouvez la trouver à la page 104. Ce que je n'arrive pas à comprendre, dit-il, c'est pourquoi à notre époque, les jeunes sont si conservateurs, ont une vision si limitée de l'avenir. Les chances d'avenir sont de plus en plus grandes, tout nous indique cela. Voilà. Et je suis entièrement d'accord avec cette problématique qu'il expose dans le livre. Moi aussi, je ne comprends pas pourquoi beaucoup de jeunes se limitent tant par rapport à ce qu'ils veulent atteindre. Alors, je te rends la parole tout de suite, Nicolas, puis je te donne une petite anecdote très récente. C'est la fille d'un ami qui a 17 ou 18 ans et qui est encore dans les études naturellement, elle vient d'avoir le bac il y a quelques mois de ça. Et puis je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire après le bac? Parce que maintenant la question se pose, quelles études tu vas entreprendre? Alors il n'y a absolument rien de péjoratif dans ce que je vais dire, et connaissant cette jeune fille, je sais qu'elle a énormément de potentiel, mais elle ne le sait pas. Et elle me dit, moi j'aimerais bien travailler avec les personnes malades, les personnes âgées, etc. et je vais faire l'école d'aide-soignante. Alors,
il n'y a rien de péjoratif, encore une fois. Je lui dis, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas l'école d'infirmière? Tu as 18 ans, on va dire. L'école d'infirmière, c'est 3 ans. À 21 ans, tu es infirmière. C'est quand même plus valorisé comme profession. Le salaire est meilleur, c'est plus intéressant. Il y a plus d'ouverture derrière, hein, si tu veux entreprendre l'école de cadre, l'école d'infirmier de bloc opératoire, etc. Donc, à 18 ans, bah, vas-y, vois un peu plus grand et dis-toi, je vais faire l'école d'infirmière et pourquoi pas la fac de médecine. Et voilà ce qu'elle me répond. Elle me dit, bah non, j'ai pas les capacités pour faire l'école d'infirmière. Alors, je suis pas allé plus loin parce que mon but n'était pas de la coacher ou de, voilà, de la remuer, c'était pas du tout ça, mais je me suis dit, c'est dommage qu'une si jeune fille de 17-18 ans se dise, j'ai pas les compétences pour, j'ai pas le potentiel pour réussir, etc. Et c'est en ça que je disais il y a quelques secondes, je pense que, et je partage avec ça, on est dans la petitesse, c'est-à-dire qu'on ne se fixe pas des objectifs aussi grands que, finalement, aussi grands que nous, aussi grands que tout le potentiel, que tous les pouvoirs, que toutes les ressources qu'on a en nous. Et c'est bien dommage, donc voilà, en quelques mots, enfin, j'ai donné un peu plus de quelques mots d'ailleurs, voilà en quelques mots pourquoi je trouve que ce livre est passionnant, voilà ce qui m'a attiré en tout cas dans ce livre. D'accord. En effet, je sens entre les lignes une certaine frustration que tu as pour ce qui se passe dans la société. Ce sont des observations aussi, tout à fait justifiées. La question que je voudrais te poser, c'est comment en fait, par quoi commence le livre? Quels sont les grands chapitres du livre? Quelles sont les grandes thématiques? Est-ce qu'il donne aussi des solutions, David Schwartz, dans ce livre? Oui, bien sûr, il y a des solutions. Alors notamment, voilà, en quelques mots, comment se fixer des objectifs pour progresser, comment transformer l'échec en victoire, parce que quand on parle d'atteinte d'objectifs, on parle aussi d'échec. Alors attention au terme échec, hein. Il ne faut pas le prendre au premier degré, c'est ce qu'il développe dans le livre. Et en fait, de quoi est constitué le livre? Alors vous avez la table des matières que je vous montre, hein. Je ne vais pas la détailler, mais ce qui a été très intéressant dans le livre, et je l'ai découvert en lisant, parce que la table des matières ne l'évoque pas forcément, c'est qu'il y a un certain cheminement. Dans ce livre, il nous explique que, ok, on a des ressources pour réussir, etc. Il nous explique comment faire pour réussir, comment atteindre des objectifs. Finalement, j'allais dire comme un peu beaucoup de livres, hein. C'est un peu le point commun de tous les livres, le dénominateur commun de tous les livres qu'on peut lire dans cette thématique. Mais il va un petit peu plus loin parce que entre mon objectif et l'atteinte de l'objectif, eh bien, ça ne se fait pas comme ça. Il y a souvent des zones de turbulence quand je sors de ma zone de confort. Et justement, ces turbulences, il en parle. Alors, il va notamment parler des peurs, il parle de quelque chose, je vais vous en parler dans quelques instants parce que je trouvais ça très intéressant. Il parle de vos pensées, à quel point nos pensées peuvent nuire à notre réussite ou alors au contraire nous aider grandement. Il parle des attitudes, de l'environnement, des personnes qui nous entourent, etc. Là aussi, qui peuvent nous nuire ou au contraire nous aider. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Donc, il nous parle du point A d'où on part, le point B où on souhaite arriver, et puis entre les deux, eh bien, ce qu'on risque de rencontrer. Et notamment, dans son livre, il aborde quelque chose qui vraiment a résonné en moi parce que je pense que j'en ai été victime de cette pathologie. Il parle d'excusite. Alors si vous lisez selon l'édition que vous lisez, c'est à la page 43, il parle d'excusite et il dit que c'est, j'aime beaucoup cette définition, que c'est la maladie de l'échec. Alors moi quand j'y lis un livre, hein, je prends plein de notes, je vous montrerai probablement dans cette interview les notes que j'ai pu prendre sur le livre et je vais juste vous lire un tout petit extrait de l'excusite. Donc c'est le deuxième chapitre à la page 43. Poussez à fond votre étude des gens. Il se trouve que je suis très observateur, hein, comme beaucoup de personnes. Par ailleurs, je suis formateur occasionnel en école d'infirmière. Je participe à des jurys d'examen, etc. Donc on a beaucoup d'occasions pour observer. Poussez à fond votre étude des gens et vous découvrirez que ceux qui vivent dans l'échec souffrent d'une pathologie fatale pour l'esprit. Je l'ai nommé, dit-il, l'excusite. Vous savez,
L'excusite, aujourd'hui, c'est plus facile finalement que de passer à l'action. Parce que de passer à l'action, ça demande une certaine énergie, ça demande une certaine implication, je pense, une certaine remise en question. On endosse notre propre responsabilité de la réussite ou de nos échecs. Et trouver des excuses, en général, c'est plus facile parce que ça ne consomme pas beaucoup d'énergie, on n'a pas besoin de consommer beaucoup d'énergie, puis surtout, ça ne nous responsabilise pas. Alors, c'est je ne suis pas capable de, ça coûte trop cher, les banquiers aujourd'hui ne prête plus d'argent, il n'y a que des arnaques partout, donc je ne me lance pas, etc. C'est toujours des bonnes excuses pour pas passer à l'action. Et juste pour finir avec cette excusite, je voudrais dire encore une chose, puisque comme vous l'avez entendu dans ma présentation, je viens du milieu médical, je pense que l'excuse, c'est le meilleur anesthésiant qui soit, donc l'excusite est le meilleur anesthésiant qui soit, parce qu'il provoque en nous ce que j'appelle la stagnation. La stagnation, c'est quoi? C'est à aucun moment je vais sortir de ma zone de confort, je reste ici, alors dans mon petit quotidien, dans mon petit train-train quotidien, comme on dit familièrement. Or, ce que je voudrais vous dire, il ne l'évoque pas forcément dans le livre, mais je fais juste une petite parenthèse, c'est que la réussite de mes objectifs et de vos objectifs, eh bien, elle se trouve en dehors de notre zone de confort. Et si à un moment donné, j'atteins un objectif, ça m'est arrivé des centaines de fois, ça vous est arrivé, et je vous souhaite encore que ça vous arrive des milliers de fois, quand on atteint un objectif, c'est pas confortable l'atteinte de l'objectif en lui-même, parce qu'il y a des remises en question, il y a des doutes, il y a des échecs, il y a des imprévus, etc. Mais pourtant, on doit y passer. C'est ce que j'appelle les zones de turbulence. Et les zones de turbulence sont entretenues, voire même provoquées, par cette fameuse excusite dont nous parle David Schwartz dans La magie de voir grand. Voilà Nicolas, je ne sais pas si je réponds à la question parce que j'ai un peu parlé longuement de l'excusite. Mais en tout cas, en gros, voilà pour le cheminement du livre. Voilà ce qu'on va trouver dedans. Alors, il y a encore plein de choses. Il y a quelques citations que je vais évoquer avec vous. Évidemment, je ne vais pas vous lire le livre. Je ne vais pas tout vous dévoiler parce que je vais vous inviter quand même à le consulter à un moment donné. Voilà. Oui, David, ça répond à ma question. Merci beaucoup. Et ça se voit que ce livre, il t'a passionné énormément parce que quand tu parles, tu utilises une telle énergie que... C'est super à écouter, Merci. à entendre. Justement, comme tu dis, voilà, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment, de quelle manière je peux apprendre à voir grand. Et je suis d'accord avec toi que la vie, enfin, l'environnement, l'entourage, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette... aptitude de faire sa vie et puis de ne pas d'éviter, de oser voir grand. Et en fait, comment on fait hein? Alors, comment faire en fait, il y a la réponse dans la question. Hein. C'est déjà voir grand. Voir grand, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de se visualiser, de s'imaginer grand, plus grand, aussi grand que l'objectif qu'on souhaite atteindre. Et je pense que ça passe par deux choses. Enfin, même, on va dire trois choses. La première, c'est de déterminer très clairement l'objectif qu'on souhaite atteindre. Je veux habiter dans une maison de 200 mètres carrés. Je veux monter ma société, créer ma société, et puis il y a 5 employés. Voilà, hein, donc déterminez très clairement votre objectif parce que une citation paraît-il chinoise, hein, c'est pas dans le livre de David Schwartz, qui dit ceci: à objectif flou, connerie précise. Donc la première chose que j'aurais tendance à vous dire, c'est que déterminez très clairement votre objectif et n'ayez pas peur de le gonfler un petit peu parce que je pense vraiment que vous minimisez, enfin je dis vous, je ne souhaite pas donner de leçons, hein, je vais dire on, en général tout le monde, on minimise le potentiel qu'on a en nous, le potentiel réussite. Donc ça c'est la première chose, de déterminer correctement son objectif. Sachant qu'il peut être vu, il peut être revisité, il peut être corrigé, il peut évoluer, on peut modifier, etc. Deuxième chose, et ça il en parle beaucoup dans son livre, en neurosciences, hein, pour en tout cas ma spécialité, l'hypnose, etc.
On en parle beaucoup, on dit qu'on a l'inconscient qui est l'hémisphère cérébral droit de notre cerveau, tout ça, etc. C'est dans cet inconscient qui est fort et puissant qu'on a toute la partie imagination. Donc vous pouvez déjà commencer à imaginer ce que vous voulez en voyant grand. Imagination, créativité, n'hésitez pas à stimuler votre imagination et la créativité qui fait partie de votre inconscient, mais on a tous ça en nous, bien évidemment. Et on a aussi nos pensées. Et ça, c'est un gros chapitre du livre de David Schwartz. Si je me rends à la page 177, je vous lis une citation. « Si tant de gens n'avancent pas d'1 centimètre au cours de leur existence, et je fais le lien aussi avec la stagnation dont je vous parlais il y a quelques secondes, n'est-ce pas maintenant évident? C'est à leur manière de penser qu'ils doivent leur stagnation. » Si vous n'avez aucune imagination, si vous pensez que vous ne pouvez pas réussir, si vous pensez que vous n'avez pas le potentiel de, si vous pensez que vous ne méritez pas de réussir à cause de vos croyances limitantes, je ne mérite pas de réussir, ce sont les croyances limitantes. Si vous cultivez les excuses et l'excusite, on en parlait aussi il y a quelques instants de cela, eh bien soyez convaincus que vous allez stagner, vous allez rester dans votre zone de confort, c'est confortable, mais c'est inconfortable pour l'évolution, pour votre développement personnel, parce que certainement que ça ne va pas vous aider, enfin c'est même plus que certainement, c'est sûrement, ça ne va pas vous aider pour atteindre vos objectifs. Donc, en fait, ce que je suis en train de vouloir dire, Nicolas, c'est que pour voir grand, pour réussir, on a déjà tout en nous. C'est ce que dit David Schwartz. On a déjà tout en nous. Il y a deux options. Il n'y en a pas 50. Il n'y a que deux options. Ou vous choisissez de vous morfondre l'excusite, vous cultivez vos croyances limitantes, etc., etc. Je n'y arriverai pas, je ne mérite pas de, je suis nul, etc. Eh bien, croyez-moi, vous allez réussir à rester où vous êtes, à stagner, et vous allez réussir à vous planter. Ou vous vous dites, bah tiens, je me prends en main, je me sers des pouvoirs de mon inconscient, de l'hémisphère cérébral droit, j'imagine ma réussite, je crée ma réussite, je crée ma réalité, c'est la réalité, je me sers des pouvoirs de ma pensée, etc. Je passe à l'action, j'accepte la remise en question, j'accepte aussi de me planter pour rebondir un petit peu plus tard pour réussir à un moment ou un autre à atteindre mes superbes objectifs. Ça, c'est la deuxième option. Et là, vous mettez toutes les chances de votre côté pour atteindre des objectifs. J'y suis passé, tout le monde y est passé, je suis passé des deux côtés. Quelquefois, il m'est arrivé de me planter, bien évidemment, et c'était grâce à qui, je dis bien grâce à qui, c'était grâce à moi, parce que ça m'a servi pour plus tard réussir, mais réussir d'une façon encore plus grande, et surtout d'une façon durable. Je pourrais là aussi vous donner quelques anecdotes. Voilà, si je peux vous donner quelques tuyaux, Nicolas, j'espère que ça répond à ta question. Oui, tout à fait, tout à fait. La question, voilà, que j'aimerais te poser maintenant, c'est quelles sont les choses que tu as pu observer chez toi, que tu as appliquées après ce livre, après la lecture? Alors, en fait, ce livre-là, la chose que je dois vous dire, c'est qu'il n'est pas récent, le livre, parce que David Schwartz est décédé en 1987. Je crois, je me trompe peut-être, mais que c'est un livre qui a été écrit dans les années 80. Il faudrait vérifier. Malgré tout, il est très en avance sur ce livre, et donc moi j'ai lu ce livre, il est très en avance par rapport aux idées qu'il avance dans ce livre. Et qu'est-ce qu'a permis ce livre? Moi je l'ai lu il y a à peu près 4 ans. Et il y a 4 ans, j'étais déjà formateur en hypnose. Bien sûr, j'étais déjà infirmier. Bien sûr, je connaissais déjà l'excellence humaine. Et c'était la période durant laquelle je me disais, on a un super outil qui est l'Internet. Au moment où David Schwartz écrit ce livre, l'Internet n'existe pas. En tout cas, pas pour le grand public. Je me dis, il y a un super outil qui est l'Internet. Il y a une problématique qui est la douleur chronique, la douleur qu'on provoque chez des patients quand on fait un soin, et il y a une demande qui est la suivante: les professionnels de santé ont envie de proposer des soins à leurs patients mais sans leur faire mal. Et je me suis dit, voilà, tout est réuni, on est dans une espèce de triade de la réussite pour proposer à tous ces professionnels de santé de se former en ligne, en e-learning, pour pratiquer l'hypnose sur leurs patients quand ils font mal à ceux-ci lors d'un soin. Et puis je me suis dit, bah voilà, je vais proposer ça à mon entourage, parce que évidemment, dans mon entourage, j'ai beaucoup de professionnels de santé. Sauf que là, je ne voyais pas grand, parce que mon entourage professionnel de santé, on va dire maximum, c'est 200 personnes. Et là, je voyais tout petit.
ça, c'est déjà l'idée que j'avais en tête depuis un certain nombre de mois avant de lire ce livre-là. Et ce livre-là était le déclencheur pour me dire deux choses. La première, eh bien, puisqu'on a l'Internet et qu'on a aujourd'hui possibilité de toucher des dizaines de millions, des centaines de millions de personnes qui pourraient être intéressées par ce que je fais, eh bien, je vais me servir de cet outil d'Internet. Je ne vais pas me cloisonner à expliquer l'hypnose, etc. à seulement 100 ou 200 personnes qui sont autour de moi, sachant qu'il y a 10% qui seront intéressés et je vais toucher 10, 20 ou 30 personnes autour de moi. Non, je vais plutôt m'intéresser aux personnes qui sont sur la sphère Internet, hein, qui sont sur la toile, et là je vais probablement intéresser des centaines de milliers de personnes, et c'est cette magie de voir grand grâce au livre de David Schwartz qui m'a permis de franchir, tout simplement de franchir le cap. Et c'est ce que j'ai fait. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je me suis dit, et il en parle aussi dans son livre, hein, d'ailleurs je pourrais vous donner une citation, pour ce faire, moi j'ai pas toutes les connaissances, j'ai pas toutes les compétences, et j'en suis conscient, et je l'accepte surtout. Eh bien, il va falloir que je m'entoure d'une équipe qui soit capable de m'aider à créer tout ça, qui soit capable de faire des publicités Facebook, de faire des publicités Google, de gérer le service après-vente, etc. Eh bien, la magie de voir grand, je me suis entouré de plusieurs personnes, d'une équipe SAV, d'une équipe commerciale, d'une équipe technique, tout ça, je vous passe ces détails. Et donc voilà, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'atteindre l'objectif, en tout cas par rapport à ça. Là, je suis vraiment dans le domaine professionnel, c'est-à-dire de former aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, via Internet, un peu plus de 2000 personnes par an, donc en e-learning, et puis aussi des personnes en présentiel. Et voilà, ça a été vraiment l'élément déclencheur pour moi, même si je savais qu'on avait des ressources en nous. C'est ce qui m'a fait dire, oui, on a des ressources en nous, mais il faut en faire quelque chose finalement. Et c'est grâce à ce livre que j'ai pu en faire quelque chose et voir encore plus grand. Et juste un tout petit truc, Nicolas, avant de te rendre la parole, je vais moi te poser une question, parce que toi tu me poses une question, mais moi je vais maintenant te poser une question. Quand tu fais 10 pompes, est-ce que tu sais quelle est laquelle parmi les 10 pompes qui est la plus importante? La première. C'est la 11e. C'est la 11e, c'est toujours se surpasser, toujours aller plus loin. Et en général, c'est en se surpassant eh bien, qu'on va atteindre quelque chose de plus grand. Mais avant d'atteindre quelque chose de plus grand, eh bien, il faut déjà le voir. Donc c'est la magie de voir grand. Vous avez la magie en vous, l'imagination, la créativité qui va vous permettre de voir encore plus grand. Et en tout cas, vraiment, voilà, c'est ce que je vous souhaite. Donc voilà une anecdote, hein, en tout cas, ce que ce livre m'a permis de faire. J'en ai plein d'autres, hein, des anecdotes, et même des anecdotes en rapport avec l'échec avant de lire ce livre. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ce que m'a permis ce livre, entre autres. D'accord. Prenons maintenant l'exemple d'une personne, justement, prenons peut-être un artisan, quelqu'un qui est artisan, ou on peut prendre l'exemple aussi quelqu'un qui est dans le milieu médical, et comment en fait, comment cette personne qui est peut-être salariée, elle peut apprendre à voir grand pour voir peut-être sa carrière évoluer ou atteindre voilà, justement les objectifs. Déjà, comment s'imaginer, comment en fait se donner le droit de voir grand. D'accord. Alors, j'ai pas compris comment la dernière question, comment voir grand, c'est ça, hein? Les gens, souvent, peut-être c'est une question, les gens peuvent avoir peur de voir grand. Et comment se donner le droit de voir moi, une toute petite personne comme ça sur cette planète, voir grand, me voir quelque part sur le sommet enfin le sommet entre guillemets, mais développer peut-être une carrière, une entreprise, atteindre un objectif, participer à un concours de quelque chose et puis le gagner. En fait, comment développer ce mindset, cette attitude? Alors, j'ai bien compris la question. Je vais te donner deux choses. Je vais essayer de ne pas répondre d'une façon trop longue. La première, ça tombe sous le sens, hein, c'est une évidence. Il faut lire, bien sûr, parce que
la lecture, peut-être que c'est pas une formation en soi, peut-être, peut-être pas, ça se discute, c'est un débat. En tout cas, une grande source d'inspiration, c'est clair. Donc, lecture. Moi, je vous conseille vraiment de lire des livres qu'on vous recommande, des chefs-d'œuvre, des best-sellers. Vous voyez, 6 millions d'exemplaires pour La magie de voir grand là, de David Schwartz. Des livres inspirants qui vont vous motiver. Ça, c'est la première chose. Et je voudrais rajouter dans ce premier élément également de vous former. C'est important. Alors, ça peut être de participer à des séminaires, un petit peu, des séminaires motivationnels, de développement personnel en choisissant les bons intervenants. C'est toujours important parce que vous savez comme moi qu'il y a de tout et n'importe quoi parmi les personnes qui gravitent dans ce milieu. De lire, de vous former, et puis aussi on ne va pas se voiler la face, c'est un investissement, là j'entends investissement en temps mais également investissement financier. N'hésitez pas à vous faire coacher également par des personnes, des bonnes personnes qui sont bonnes. Je m'explique. Des personnes compétentes. Mais trouver les bonnes personnes compétentes. Alors la compétence c'est une chose. Pourquoi j'utilise 2 fois le mot bonne? Parce que je vous propose de vous orienter, de vous faire coacher par des personnes compétentes mais qui ont réussi. Parce que je trouve que c'est un petit peu une mode en ce moment. Tout le monde devient coach et je suis désolé, je vise personne, il n'y a rien de péjoratif, mais tout le monde devient coach et tout le monde parfois a tendance à expliquer aux autres comment réussir alors que le coach en question n'a pas forcément réussi dans la thématique en question. Et je trouve que c'est important de s'entourer de personnes qui ont réussi. Si vous vous faites coacher, faites-vous coacher par une personne qui a réussi dans ce que vous voulez faire. Alors voilà, si vous voulez ouvrir une boîte de maçonnerie, orientez-vous vers quelqu'un qui a réussi dans une entreprise, pas forcément la maçonnerie. Ça peut être un grand leader de la création d'entreprise, etc. Mais quelqu'un qui va vraiment pouvoir vous accompagner, qui a réussi. C'est important. Donc de se faire coacher, je pense que c'est vraiment primordial. Et ce que je voudrais dire aussi, alors j'ai pris quelques notes, il faut juste que je retrouve le numéro de la page. Voilà, c'est à la page 245 et ça il l'aborde aussi David Schwartz. Eh bien c'est de s'entourer des bonnes personnes. Je crois que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Voici ce qu'il dit à la page 245. Gravez là, alors voici l'une des règles d'or de la réussite. Gravez-la dans votre esprit pour ne pas l'oublier. La réussite repose sur l'appui des autres. La distance entre ce que vous êtes et ce que vous voulez être dépend de l'appui d'autrui. En très bref, je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous, et là aussi il n'y a rien de péjoratif, vous vous entourez de personnes qui consomment de l'alcool à longueur de journée. Voilà, ça fait partie de votre entourage. Vous avez 5 amis et ces 5 amis consomment de l'alcool à longueur de journée. Je vous pose la question suivante et ne réussissent rien du tout. Comment serez-vous dans un an, ne serait-ce que dans un an? Est-ce que vous allez vraiment réussir à atteindre vos objectifs ou au contraire, est-ce que vous allez plutôt faire partie de ces personnes qui boivent et qui n'atteignent pas leurs objectifs? J'ai rien contre les personnes dépendantes à l'alcool, on est bien d'accord. Bien, il y a quand même plus de chances qu'à un moment donné, vous deveniez dépendante à l'alcool et puis que vous soyez la victime de la stagnation. Deuxième illustration, vous vous entourez de personnes qui ont réussi, vous vous faites coacher par une personne compétente qui a réussi dans son domaine, vous fréquentez des personnes vraiment qui en veulent, qui sont motivées, qui sont motivantes, etc. Comment serez-vous dans 6 mois, 1 an? Eh bien, il y a quand même plus de chances, logiquement, que vous soyez une personne qui soit plutôt sur la voie de l'atteinte de vos objectifs plutôt qu'une personne qui stagne ou qui régresse. Donc l'entourage c'est vraiment fondamental et je reprends une citation de Jim Rohn qui ne fait pas partie de ce livre. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc pour répondre Nicolas à ta question d'une façon pragmatique, lisez des bons livres. Formez-vous, c'est important. Faites-vous coacher aussi, c'est un investissement en argent et en temps. Et entourez-vous des bonnes personnes. Attention, quand on entend ça, s'entourer des bonnes personnes, ça peut faire mal, ça peut faire très mal. Moi, j'ai mis quelques mois à l'admettre. Et quand j'ai commencé à l'admettre, rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes autour de moi qui nuisaient à ma propre réussite et qui entretenaient aussi cette stagnation dont finalement j'étais à un moment donné quelque part un peu aussi la victime. Mais
quand on reprend la maîtrise de nous-mêmes, si j'en suis la victime, c'est parce que j'accepte de fréquenter ces personnes qui me font stagner. Reprendre la maîtrise de moi-même, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire fréquenter des personnes qui ont des projets ambitieux, des personnes qui partagent les mêmes passions que moi, les mêmes objectifs que moi, des personnes qui travaillent, des personnes qui, etc., etc. Voilà, c'est 3 ou 4 points que je viens de partager avec vous. C'est vraiment du pragmatisme, du bon sens. Et je vais vous dire quelque chose qui peut-être va vous surprendre. 2 choses. Quand je partage ça avec des personnes de mon entourage, je ne parle pas forcément du milieu professionnel. Première chose, très souvent ces personnes sont choquées ou pas d'accord, parce que ça peut bousculer un petit peu d'entendre ce que je dis. Et deuxième chose, 10% seulement vont passer à l'action et 10% seulement vont se dire bah oui tiens je vais peut-être faire un petit peu le ménage dans mon entourage, je vais me faire coacher, je vais décider de passer à l'action, etc., etc. Ça veut dire qu'il y a 90% des personnes qui ne passeront pas à l'action, 90% des personnes qui ne vont pas lire ce livre, et toute la différence, eh bien, elle se fait naturellement, l'écart se forge naturellement à un moment donné quand vous demandez à quelqu'un qui a réussi pourquoi est-ce que tu as réussi, bah, il a fallu faire des concessions, il a travaillé, il s'est formé, il s'est fait coacher, il s'est remis en question, il s'est planté, puis après il a réussi, il a investi en lui, il a investi en les autres, en s'entourant de bonnes personnes, etc., etc. Donc voilà pour quelques petits points qui, je l'espère, sont les plus pragmatiques possibles. D'accord. En ce qui concerne d'autres anecdotes, ça c'est une chose. Le livre, bon, il est sorti en 87, donc ça fait déjà 30 ans passés. Ouais, même avant 87, hein, parce qu'il est décédé en 87, donc oui, c'est vrai. Ouais. Donc avant, voilà, donc c'est un vieux livre par rapport à l'économie dite nouvelle. Oui. Et il est toujours d'actualité en fait. À 200%. Il est toujours d'actualité parce que d'abord, David Schwartz, c'était un grand coach américain, vraiment un leader, toujours d'actualité. Peut-être qu'il n'aurait plus été d'actualité si au moment où il l'écrivait, il aurait dit bah tiens, n'hésitez pas à travailler avec le Minitel parce que c'est vraiment... Voilà, aujourd'hui le Minitel, ça n'existe plus. À l'époque, Facebook n'existait pas, ou les régies publicitaires telles qu'on les connaît. Effectivement, ce livre n'aurait plus été en vogue aujourd'hui. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt un travail sur la forme qu'il nous propose. Or, l'esprit qu'on avait il y a 20 ans, il y a 30 ans, est toujours le même qu'aujourd'hui. Au niveau de l'esprit, l'être humain n'évolue pas rapidement en 50 ou 100 ans. Ça se fait sur plusieurs milliers, voire sur plusieurs millions d'années. Donc ce livre-là, bien sûr, est toujours d'actualité. Je peux prendre n'importe quelle citation, hein. Alors je prends au hasard, je surligne beaucoup sur les livres. Ouais. Voilà, alors il y en a une. Albert Einstein nous a donné une grande leçon, je la prends totalement au hasard. Il estimait qu'il est plus important d'employer son esprit à penser qu'à accumuler des données. Voilà, évidemment, tout ça, c'est très en vogue. Une deuxième citation que je prends au hasard. Les psychologues nous disent qu'on peut changer d'attitude en modifiant ses actes physiques. C'est tout à fait vrai aussi, hein. On peut faire le lien avec ce que la médecine chinoise, elle aussi, nous enseigne depuis plus de 5000 ans, l'interaction corps-esprit. Une dernière citation. Notre façon de penser dépend directement des gens que nous fréquentons. Assurez-vous que vous appartenez au groupe qui pense juste. Et d'ailleurs, ça tombe bien, on peut faire le lien avec ce que j'évoquais il y a quelques minutes. Donc tout est toujours d'actualité dans ce livre à 100% et absolument sans aucun doute. Et je vous donne juste une petite citation et je te rends la parole, Nicolas, une citation que j'ai notée. Voici ce que disait David Schwartz. La beauté, comme le succès en tout, est une question de personnalité. La beauté, le succès, c'est une question de personnalité, de mindset, d'esprit, d'état intérieur, d'environnement intérieur. Voilà. Donc il est à 200%, toujours d'actualité ce livre, même s'il date d'il y a quelques années. Ouais, très très bon livre. Super. Il a combien de pages? Alors, je vais te dire très précisément, il y a 383
3 pages, 383 pages en comptant tout, hein, 383 pages. Je l'ai lu en... Allez, je l'ai lu en 3 jours et je l'ai lu 2 fois. Il y a quelques livres que je lis 5-6 fois. Celui-ci, je l'ai lu que 2 fois. Il faudra que je le relise parce qu'on en découvre toujours. C'est un livre formateur. La question se pose. Est-ce qu'on peut se former en lisant un livre? Effectivement, on peut se poser la question. Est-ce que c'est un livre inspirant? Oui, c'est un livre inspirant, très certainement, en tout cas pour ma part. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est un livre qui m'a beaucoup inspiré. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais aimé partager, ou est-ce que ce livre, ça a été aussi pour toi, tu as déjà raconté, il t'a permis justement de démarrer aussi de décliquer le démarrage sur l'internet. J'ai envie de dire, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais aimé partager? Peut-être il y a des astuces, il y a des méthodes, encore les pépites de ce livre à part de ce que tu viens de raconter. Alors oui, bah tu sais, pendant que tu me posais la question, j'ai pris une page au hasard et je suis retombé sur une autre citation. Donc, en fait, tout est pépite dans ce livre, page 188. Donnez-vous un message d'encouragement plusieurs fois par jour. Donnez-vous un message d'encouragement plusieurs fois par jour. Et on peut faire le lien avec la méthode Coué, qui est l'autosuggestion consciente, le dialogue intérieur juste, positif, motivant, encourageant, etc. Voilà. Il y a des milliers de pépites, mais quelque chose que je voulais aborder, je me le suis dit avant de démarrer l'enregistrement de cette interview, il faudra que je l'aborde. À la page 104, David Schwartz, il nous parle des diplômes. Et voici ce qu'il dit en ce qui a trait à la réussite. Ce n'est pas la taille, le poids, les diplômes ou les antécédents familiaux qui font juger les gens, c'est la force de leur pensée. Alors, il parle de plein de choses, mais moi, je voudrais juste parler des diplômes. Aujourd'hui, je travaille avec une équipe d'assistants à distance qui gère les mails, les appels téléphoniques, etc. Des personnes qui me font la publicité Facebook, de personnes qui créent du contenu, des blogs, des graphistes, tout ça, etc. Je vous garantis qu'à aucune de ces personnes, je n'ai demandé un CV. Alors, on demande peut-être éventuellement un portfolio pour quelqu'un qui va créer une page de vente, parce qu'on veut voir de quoi il est capable, mais j'ai jamais demandé quels sont tes diplômes, quelle école est-ce que tu as fait, etc. J'ai toujours beaucoup travaillé par recommandation, aussi par intuition, et je dois même vous avouer que je suis incapable de vous dire quelle personne, avec les personnes avec lesquels je travaille, lesquels ont le bac, lesquels n'ont pas le bac, lesquels sont allés à la fac, lesquels ne sont pas allés à la fac, tout simplement parce que, excusez-moi du terme, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Donc, ce que je veux vous expliquer là, c'est que si vous commencez à vous entourer d'une équipe, vous vous rapprochez de personnes qui sont inspirantes, etc., on s'en fout des diplômes. Ce qui est important, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils ont fait et surtout ce qu'ils ont en eux, ce qu'ils dégagent et en quoi ils vont pouvoir vous aider. La gentillesse, l'empathie, tout ça, etc., c'est quelque chose d'important. Et tous les experts en stratégie de réussite, à 99,99%, on est tous d'accord pour dire que les diplômes n'ont aucune espèce d'importance. Ce n'est pas le diplôme qui donne la compétence, le savoir-faire. Le diplôme, c'est juste quelque chose d'officiel, etc. En tout cas, par rapport à ce qu'on évoque aujourd'hui dans le domaine des stratégies de réussite. Voilà, Nicolas, je ne sais pas si on est arrivé à la conclusion, parce que oui, si on est arrivé à la conclusion, j'aurais une citation. C'est intéressant, j'aimerais bien te poser encore cette question. Oui, bien sûr. Parce que tu sais, il y a des métiers où je suis complètement d'accord avec toi, on n'en a pas besoin, on regarde plus les compétences. Donc quelque part, voilà, on va les évaluer et c'est humain, et là, je suis d'accord. Mais regarde, même dans ton domaine d'infirmier, là, le diplôme d'État, quelque part, il va garantir une base d'une compétence. On est bien d'accord, il y a des infirmiers qui ont des diplômes et qui ne savent pas faire une piqûre, et ça, je l'ai vu, et puis je suis d'accord avec ça. En même temps, c'est quand même un chemin à parcourir, et puis comment en fait toi tu vois la plus perso aussi,
cette question de diplôme dans certains métiers a une sensibilité publique aussi. Alors, je suis entièrement d'accord, hein. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai bien précisé que je parlais des diplômes dans le domaine qu'on évoque là, c'est-à-dire les stratégies de réussite, développement personnel, etc. On est tout à fait d'accord. Par exemple, si on prend un chirurgien, est-ce que vous accepteriez de vous faire opérer par un chirurgien qui n'a pas de diplôme et qui a lu seulement des livres et regardé des tutoriels sur Internet? Bien évidemment, non. De plus, ce diplôme lui donne, comme un infirmier, une sage-femme, un architecte, etc., lui donne le droit officiel d'exercer. Sans ça, dans mon milieu à moi, c'est ce qu'on appelle l'exercice illégal de la médecine. Voilà. Et comme tu l'as justement dit, et moi, c'est ce que je dis souvent à mes étudiantes infirmières. Je dis, vous allez bientôt avoir un diplôme entre les mains, mais ce diplôme ne garantit pas que vous soyez compétent ou compétente. Simplement, il vous donne le droit d'exercer et de mettre en application tout ce que vous avez appris pendant 3 ou 4 ans. Bien sûr, il y a des milieux, l'architecte, le médecin, l'infirmier, le kiné, tout ce que vous voulez qui nécessite de faire des études, d'avoir un diplôme, etc. Et c'est aussi une reconnaissance officielle et puis une reconnaissance dont nous, en tant que patients ou en tant que clients, on a besoin pour être rassurés, puisque ce professionnel doit quand même, bien sûr, justifier d'une certaine légitimité puis d'un certain niveau d'études. On est tout à fait d'accord. En tout cas, dans mon milieu à moi, donc je parle là du milieu de l'infoprenariat, des formations en ligne, etc. Moi, ce qui va m'intéresser, comme je l'ai dit, c'est qu'est-ce que la personne va être capable de faire, qu'est-ce qu'elle sait faire et qu'est-ce qu'elle ne sait pas faire, parce qu'on ne peut pas savoir tout faire, bien sûr, et quel est le résultat que je vais obtenir grâce à ce que cette personne va être capable de faire. Ça veut dire aussi que je dois être capable de me remettre moi en question et je dois être capable de remettre les autres en question aussi. Le travail, à un moment donné, de dire à un membre de mon équipe, ça m'est déjà arrivé, stop, on arrête, ce que tu fais avec moi, ça ne me convient pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde, etc., etc. D'autant plus que je suis assez perfectionniste, c'est pas toujours facile de travailler avec moi. Mais en tout cas, Nicolas, je pense que par rapport à ta question et au point que tu soulevais, il me semble qu'on est d'accord sur cette histoire de diplôme. Tu me dis si je me trompe. D'accord, non, complètement d'accord avec toi. Ouais. Tant mieux. Et je suis content que tu as accepté de travailler avec nous sur cette et faire partie de l'événement de la Semaine des Intelligences. Avec plaisir. La question, voilà, est-ce que tu pourrais, on va arriver à la conclusion de ta conclusion du livre de David Schwartz. Comment tu verrais en fait, voilà, comment tu pourrais résumer et conclure tout le livre? Alors, comment conclure tout le livre? Le message, surtout le message principal, c'est ça qui est intéressant en fait. Oui, voilà. 3 choses. Hein. D'ailleurs, c'est un peu résumé sur le dos de son livre. Pour progresser, fixez-vous des objectifs ambitieux. Pensez comme un leader et voyez grand. Voilà, ça c'est les 3 choses. Et donc du coup, ma conclusion ultime, et je vais conclure de la même façon que David Schwartz conclut dans son livre. Ça, vous trouverez cette conclusion, enfin plutôt cette citation à la page, alors j'ai pas noté le numéro de la page, mais je vais la retrouver très vite. Voilà, 370. Et donc je conclus de la même façon que David Schwartz. Le sage est maître de son esprit, le fou en est l'esclave. Donc maîtrisez votre esprit, maîtrisez vos pensées et voyez grand. Voilà. Super. Merci beaucoup David pour cette interview pleine d'énergie, inspirante. Merci Nicolas, merci à toi. Et le livre de David Schwartz, voilà, je vous recommande à l'avoir dans votre bibliothèque. Parce que c'est comme une encyclopédie, il ne suffit pas juste de lire une fois. Vous avez entendu, David, il lit des livres même 6 fois. Et c'est ce que moi je fais aussi personnellement. D'ailleurs, j'ai un collègue, quand on parle de livres, je lui parle, voilà, il me demande, ou je dis, voilà, j'ai lu ce livre, et il me demande combien de fois tu l'as lu. Parce qu'à chaque fois, on va découvrir de nouvelles choses. Donc là aussi, une pépite entre les lignes. Lire un livre, même si vous lisez rapidement, en mode lecteur rapide, ça ne suffit pas, parce que tout simplement à chaque lecture,
c'est une nouvelle perception et c'est ça qui est génial aussi avec l'apprentissage. Merci Absolument. encore une fois David et je vous Merci, dis à Nicolas. très bientôt. À bientôt, merci.